Salut à toi, cher curieux de mythologie. Aujourd'hui, allons à la rencontre du plus célèbre des druides à travers la naissance de Merlin. Merlin, comme la plupart des personnages importants de la légende arthurienne, possède une naissance particulière qui va expliquer sa personnalité et son rôle futur. Mais ce qu'il y a d'intéressant plus particulièrement avec celle de Merlin, c'est qu'elle témoigne d'une transition historique, mise en scène et incarnée par ce personnage tout entier, celle d'une époque païenne qui glisse progressivement vers le christianisme. Tout d'abord, comme beaucoup d'entre vous le savent grâce à la série Camelot, Merlin est le fils d'une femme très pieuse et sainte et d'un démon, diable ou incube. En effet, et c'est Robert de Boron qui mettra en scène la naissance de Merlin dans un roman en prose éponyme du XIIIe siècle. Dans ce roman, il raconte que le diable, en colère de perdre son pouvoir sur les hommes à cause de Dieu et notamment de Jésus, décide de créer un antéchrist. Une fois cet antéchrist choisi ou créé, il est envoyé sur Terre et prend pour cible l'une des femmes les plus vertueuses qui soit. Chez Robert de Boron, cette femme n'a pas d'identité outre le fait qu'elle est une sœur. En revanche, dans des reprises, elle est tantôt la fille du roi de Dyved, au Pays de Galles, et tantôt se nomme Élaé, et est la dernière fille d'un homme qui a perdu tous ses autres enfants. C'est un point intéressant car Merlin semble d'abord issu de mythes gallois et aurait été importé ensuite en Bretagne au XII-XIIIe siècle, d'où son lien avec la célèbre forêt de Brocéliande. Et un soir où, à cause d'une forte colère, la jeune femme s'est endormie sans faire sa prière ni laisser la lumière, le diable est venu s'accoupler à elle. Et d'ailleurs, dès son réveil, la jeune femme comprend ce qu'il s'est passé. Elle en parle donc immédiatement à son maître, un certain Blaise, un prêtre qui fait son éducation. Ce dernier décide de la protéger, car il sait que sa situation va la mener à être jugée selon les lois de l'époque. Or, il espère que sa vertu la sauvera. En attendant le jugement, elle est placée dans une tour où on bouge portes et fenêtres, excepté une meurtrière pour lui donner à manger. Elle y est enfermée avec deux autres femmes très vertueuses, chargées de la surveiller et de l'aider à accoucher le moment venu. Elle accouche au bout de 6 mois d'un enfant tout velu dont elle est elle-même effrayée. Et elle va s'occuper de lui dans la tour jusqu'à ses 10 mois. Et tandis qu'elle se morfond persuadée qu'elle va être condamnée à mort, l'enfant se met à parler et lui dit que tout ira bien. La nouvelle que l'enfant parle prodigieusement bien se répand, mais dès qu'on l'interroge, il reste silencieux. Simplement, dès que sa mère pleure de peur, Merlin se met à rire, et ce rire va être une marque récurrente du personnage. Ce rire sera très souvent annonciateur. Cependant, lors du jugement, tandis que Blaise essaye de défendre la jeune femme, Merlin va se mettre à parler et à dire au juge qu'il connaît mieux son père que lui-même. Insinuant ainsi que la mère du juge a eu une relation d'adultère, ce dernier se doit de vérifier et donc la fait venir. Cette dernière réfute d'abord mais finit par avouer, si bien que le juge est obligé d'épargner la mère de Merlin, tout comme il le fait avec la sienne. Merlin fait donc ainsi sa première démonstration de son don de devin. En effet, il connaît le passé, don hérité de son père, et le futur grâce à un don de Dieu que ce dernier a fait pour récompenser la piété de sa mère. Mais le juge demande plus de preuves. Merlin lui prédit donc que lorsque sa mère va annoncer la nouvelle à son vrai père, ce dernier va avoir si peur qu'il va s'enfuir et se noyer. Et comme c'est exactement ce qu'il se produisit, la réputation de Merlin fut faite. Désormais libre, Merlin demande à Blaise de répondre à son service et de ratifier par écrit tout ce qu'il viendrait lui raconter. D'écrire sa biographie quoi. Ce dernier accepte et devient alors un ermite. Et Robert de Boron expliquera que c'est après avoir lu son récit qu'il écrira ce roman. Comme on l'a vu, de par sa naissance, Merlin est un paradoxe entre le bien et le mal, et possède des pouvoirs surnaturels, mais qu'il va mettre au service du bien, en tout cas chez Robert de Boron. Ce caractère paradoxal nous montre aussi un personnage pétri de références celtiques tout en étant ancré dans un récit extrêmement christianisé. Des spécialistes pensent que la naissance de Merlin était déjà connue antérieurement, mais dans une forme beaucoup plus païenne. Le père de Merlin ne serait en effet pas un diable, mais un deus, une sorte d'esprit aérien, souvent associé à l'esprit des anciens, et qui aime les femmes et leur corps, mais dont les intentions sont plutôt bénéfiques. Il cherche avant tout à protéger les hommes et s'accouple avec des mortels dans ce but. On dit souvent qu'ils viennent sous la forme d'oiseaux, mais ils sont protéiformes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Cela peut expliquer le caractère protéiforme de Merlin, qui peut souvent apparaître sous la forme d'un cerf, d'un vieillard ou d'un jeune homme. Le nom même de Merlin, Myrdine en gallois, pourrait provenir du breton Marzine, issu du mot Mars, qui signifierait prodige ou merveille, caractérisant bien la nature du personnage. D'ailleurs, le fait même que Merlin naisse sans père, ou plutôt d'un père surnaturel, fait référence à la tradition celtique. En effet, dans celle-ci, le devin naît souvent d'un père surnaturel ou s'engendre lui-même. Il se transforme en animal et c'est le fait d'être mangé par une femme qui lui permettra de renaître. Quoi qu'il en soit, bien que dans le mythe arthurien, Merlin tienne la figure du conseiller du roi, sa vie est riche d'aventures et il a souvent servi bien d'autres souverains qu'Arthur. Mais ça, nous le verrons la prochaine fois.